Elodie, Pump It Up, le podcast, scène 1. Bonjour et bienvenue dans Pump It Up, le podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elodie Lambert. Bienvenue et bonjour à toi, Elodie. Merci. Aujourd'hui, on va parler coaching, mais je pense que c'est toi qui en parles le mieux. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton activité ? Oui, alors j'ai créé mon cabinet d'accompagnement qui s'appelle Almae Coaching. Donc en 2022, j'ai créé mon activité et j'accompagne, grâce au coaching, les dirigeants d'entreprise, les managers et les équipes, également les particuliers. Alors, on entend souvent parler du mot coaching, mais qu'est-ce que c'est réellement et concrètement du coaching ? Alors le coaching, c'est une technique d'accompagnement qui est relativement brève parce que finalement, ça ne dure que quelques mois. Et c'est une technique grâce à laquelle on va pouvoir définir et atteindre un objectif en mettant en place tout un processus de changement. Donc en fait, la personne qui a un objectif à atteindre va se faire accompagner par un coach qui sera le plus souvent un coach professionnel certifié et formé. Ce coach a pour rôle en fait d'aider la personne à identifier déjà son objectif, les raisons pour lesquelles elle n'a pas encore réussi à l'atteindre seule, et ensuite un plan d'action qui va lui permettre d'atteindre cet objectif en mettant en place des actions concrètes, mais surtout en identifiant ses ressources et également tous les freins, les croyances, tout ce qui l'a empêché d'atteindre son objectif jusqu'à maintenant. Le principe du coaching, c'est que chaque individu a en lui toutes les ressources pour réussir, tout le potentiel, que tout était déjà là. Et le rôle du coach, c'est d'aider la personne à aller chercher ses ressources en lui. Donc, on est bien d'accord que ça n'a rien à voir avec de la formation ou du conseil ? Exactement, ce n'est ni de la formation ni du conseil. Le coach n'est pas là pour donner des conseils, bien au contraire. Son rôle, c'est d'écouter et de poser des questions uniquement. Donc, il n'y a pas de rôle de consultant, il n'y a pas de transmission comme dans la formation. Et c'est très important de faire la différence parce qu'on ne va pas voir un coach pour aller chercher des conseils. Alors justement, dans quel contexte on peut faire appel à un coach ? Alors, dans le contexte professionnel, bien évidemment, je vais en reparler, mais également dans le contexte de la vie quotidienne. Et là, on appelle ça du coaching de vie. On peut faire appel à un coach pour des sujets très variés de la vie privée. Et alors, dans le domaine professionnel en particulier, ça s'applique à plein de contextes différents. Un dirigeant peut faire appel à un coach pour améliorer sa prise de décision, sa prise de recul stratégique, pour améliorer sa posture de leader, sa gestion du stress, sa gestion du temps. Un manager va également pouvoir faire appel au coaching pour améliorer sa posture managériale, sa façon de communiquer. Et puis, au niveau de l'équipe, on fait appel à un coach pour faire du coaching collectif en équipe. Et là, c'est pour aider les équipes, par exemple, à retrouver le plaisir de travailler ensemble, pour gérer des situations de conflit, pour améliorer la communication au sein de l'équipe, par exemple. Ce qui signifie du coup qu'il faut être en capacité de se livrer, de lâcher prise. J'imagine donc que le choix du coach est hyper important. Oui, le choix du coach, c'est vraiment ce qui va faire la réussite de l'accompagnement, du coaching, parce que ce qui compte avant tout, c'est la relation humaine qu'il y a derrière ce coaching. Et c'est la confiance qui va naître en fait entre le coach et le coaché. Et ça, c'est un élément clé en fait pour la réussite du coaching. Donc, il faut vraiment choisir son coach en fonction du feeling qu'on a avec lui ou avec elle. Avant tout. Après, il y a d'autres critères de choix qui sont importants, comme je disais, le fait que le coach soit formé et certifié, ça c'est très important, et l'expérience qu'il a. Mais c'est vrai qu'avant tout, on est dans une relation de confiance, donc c'est ça qui va primer sur le reste. Et du coup, selon toi, qu'est-ce qui te différencie d'un autre coach ? Alors déjà, je fais de l'accompagnement depuis très longtemps, on va dire globalement une vingtaine d'années, puisqu'avant je travaillais dans les ressources humaines et j'ai travaillé dans des environnements de PME, donc ce qui veut dire des environnements où on est très proche en tant qu'RH du dirigeant, des managers, des équipes. J'ai déjà une expérience d'accompagnement des chefs d'entreprise, des managers, des équipes, avec cette connaissance liée à la stratégie de l'entreprise, aux thématiques RH, à l'évolution de carrière aussi, puisqu'on peut faire du coaching pour aider une personne à évoluer dans son poste ou vers un autre poste. Et puis je pense que ce qui me différencie, c'est aussi le fait d'avoir travaillé avec l'humain pendant si longtemps, aussi bien au niveau professionnel que personnel, parce que je suis très intéressée par le sujet du développement personnel depuis que j'ai une trentaine d'années à peu près, donc depuis longtemps.
Et puis la petite différence que je peux mettre en avant aussi, c'est que en plus d'être coach, je suis hypnothérapeute. Et c'est un outil qui est très intéressant à utiliser dans le coaching, en fait, parce que grâce à l'hypnose, on va vraiment travailler sur toute la dimension émotionnelle et libération émotionnelle. Et ça, c'est assez intéressant parce que dans le coaching, on essaye on va avoir pour objectif de lever les barrières, les freins, tout ce qui bloque, en fait. Et la dimension émotionnelle peut être un élément sur lequel il faut travailler, et l'hypnose est très efficace pour ça. Une question qu'on peut se poser, en tout cas que moi je me pose, est-ce que toi-même, tu as déjà été coachée? Alors oui, j'ai été coachée dans le cadre de ma formation. En fait, j'ai fait une formation pour devenir coach professionnel certifié, avec une formation reconnue par l'État. Et dans ce processus de formation, on bénéficie d'un coaching nous-mêmes. Et j'avoue que ça a été très transformateur pour moi. Ça a été un moment très marquant dans ma vie en général, pas que pour ma vie professionnelle. Ça m'a permis vraiment de découvrir qui je suis, comment je fonctionne, de prendre énormément de recul sur ma façon d'être, ma façon de communiquer aussi avec les autres. Et ça m'a fait comprendre que la connaissance de soi, finalement, c'est ce qu'il y a de plus important quand on veut engager un travail sur soi, quand on veut se fixer des objectifs. Parce que tout commence par nous. C'est important de comprendre comment on fonctionne pour pouvoir améliorer les choses autour de nous. Et quand on commence à changer soi, les choses autour de nous changent, nos relations avec les autres changent, la communication qu'on entretient avec les autres change. Donc voilà, c'est un aspect qui est très intéressant et qui a été très marquant dans mon parcours. Tu l'as fait avant 2022, du coup, j'imagine, puisque tu as créé ton cabinet en 2022. Tout à fait. Comment est née l'idée de créer un cabinet de coaching? Alors déjà, de te former au coaching et de créer ton cabinet. Quel a été ton déclic? Alors, en fait, en 2020, j'étais salariée en entreprise, voilà. Et j'arrivais un petit peu en bout de course dans mon parcours RH. Donc, j'avais envie de changement, je ne savais pas trop quoi. Et puis, je me suis simplement connectée à ce que j'avais envie d'être et de faire. Et le coaching est venu assez naturellement. Alors, je connaissais le coaching puisque dans les entreprises où je travaillais, j'ai fait appel à des coachs pour accompagner des managers. Et en fait, le dénominateur commun, c'était le développement personnel. Et je me suis demandé comment je pouvais créer une activité qui permette d'utiliser cet outil. Et c'est le coaching qui s'est invité, on va dire, dans cette réflexion. Et donc assez rapidement, une fois que j'ai quitté mon poste, je me suis formée pendant 1 an. Et voilà, après ça a été tout un parcours de transformation intérieure et de création d'entreprise aussi, qui a été plutôt challengeant. Mais voilà comment est née l'idée de créer mon cabinet et de travailler avec le coaching. Alors du coup, comment on bascule? C'est un changement de métier, mais c'est aussi un changement de posture. On devient entrepreneur à ce moment-là. Comment tu gères cette bascule-là? Comment tu te l'appropries? Donc tout de suite, dès que j'ai voulu créer mon entreprise, je me suis dit qu'il fallait que j'aille à la rencontre d'entrepreneurs, d'autres entrepreneurs qui étaient passés par là, pour me confronter à leur histoire et prendre plein d'informations, prendre des conseils, des témoignages. Donc j'ai tout de suite contacté des personnes dans mon réseau qui étaient passées par l'entrepreneuriat. Et ça m'a permis de glaner plein d'informations. C'est une démarche dans laquelle on se rend compte qu'il y a un vrai brouillard d'informations, qu'il faut faire du tri, c'est très compliqué. C'est un parcours du combattant même, j'ai envie de dire. Mais je pense que la clé, c'est justement de s'entourer. D'échanger avec des gens, d'aller rencontrer d'autres entrepreneurs, d'aller à des réunions d'information, de se faire aider en fait. Parce que si on essaye de tout faire tout seul dans son coin, c'est très très compliqué. Alors justement, en préparant un peu cette interview, tu m'as parlé de réseau Tourangeau, tu es plutôt très investie dans certains réseaux. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? Oui. Donc les réseaux, c'est une vieille histoire, les réseaux et moi, parce que j'ai toujours fait du réseau, même quand j'étais RH en entreprise. C'était important pour moi de sortir de l'entreprise et d'aller à la rencontre du marché de l'emploi, du tissu économique local et surtout d'être en veille en fait sur mon métier. Donc j'ai
toujours fait partie de réseaux professionnels, alors à l'époque plus en lien avec les ressources humaines. Et en fait, quand j'ai décidé de créer mon entreprise, c'était dans la continuité de mon mode de fonctionnement. Donc je suis tout de suite allée dans des réseaux professionnels. Aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est de créer ce lien, justement, ces relations qui permettent bien évidemment d'aller chercher du business, mais pas que, d'aller rencontrer des personnes, d'avoir du lien social, d'aller chercher de l'écoute, du soutien. Et donc on a la chance d'avoir à Tours une quantité de réseaux différents qui sont nombreux et très enrichissants, où on peut trouver chaussures à son pied. Alors du coup, quand on a une grande palette d'activités comme tu as aujourd'hui dans le coaching, avec les réseaux, etc., comment on organise ces journées, ces semaines? Parce qu'on reste seul maître à bord, faut tout faire. Oui. Comment on s'y prend? Alors moi j'ai une technique, c'est que le lundi matin j'organise ma semaine, donc je définis mes différents objectifs. J'ai 2-3 objectifs principaux pour la semaine en fonction des urgences, des priorités, de ce que j'ai à faire. Et ensuite, je positionne différents temps sur lesquels je dois travailler sur certains sujets de fond. J'ai les rendez-vous avec mes clients, donc pour les séances qui sont planifiées relativement à l'avance. Et puis, il y a toujours des événements qui sont programmés, donc des événements réseau, on en parlait, soit en soirée, soit en matinée, soit sur le temps du déjeuner. Donc ma semaine, elle s'organise entre des temps vraiment de travail à mon cabinet où je travaille sur des projets, le temps en extérieur avec le réseau et le temps avec mes clients. Et dans tout ça, si tu ne devais retenir qu'une seule chose qui te passionne vraiment, qui t'anime, ce serait quoi? Alors, si je devais retenir qu'une seule chose, c'est quand les séances se terminent, en fait, avec les clients. Je sens que je suis heureuse de les accompagner, que je suis à la bonne place. Je me sens, en fait, totalement alignée. Et c'est vrai que j'arrive à le sentir, même au niveau de l'énergie dans mon corps. Je sens que c'est ce que je dois faire. Tout à l'heure, on parlait de choisir son coach. Est-ce qu'on a aussi la possibilité de choisir son coaché? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un en te disant « cette personne-là, je ne peux rien faire pour elle ». Alors soit parce que c'était pas le coaching qui était la réponse à son besoin, ou soit parce que quelque chose faisait que Oui. le feeling n'était pas là. Oui. Alors oui, ça m'est déjà arrivé. Et en fait, dans le coaching, on a une déontologie avec laquelle on travaille. Et cette déontologie prévoit que la première séance, c'est une séance qui sert justement à analyser la demande du client, du coaché. Et dans cette analyse de la demande, on va vérifier que le coaching est bien l'outil qui lui correspond, parce que certaines personnes peuvent avoir besoin d'un autre type d'accompagnement. Et cette analyse de la demande, elle sert aussi à vérifier qu'on a envie de travailler ensemble. Et ce feeling dont on parlait tout à l'heure, il est valable aussi pour le coach. Si le feeling n'est pas là, si on sent que la relation va être compliquée ou que la confiance ne s'installe pas, même au bout d'une seule séance, on peut faire le choix de ne pas travailler avec le coaché qui est venu nous voir. Ok. Tes journées doivent être assez denses, alors même émotionnellement parfois, tu dois recueillir un max d'informations. Qu'est-ce que tu fais quand tu claques la porte de ton bureau pour réussir à t'évader un peu et à laisser tout ça derrière toi? Alors, il y a déjà une chose qui m'aide beaucoup, c'est que je pratique la méditation au quotidien. Alors, en général, le matin, avant de démarrer la journée. Et le fait de le pratiquer au quotidien fait qu'à tout moment de la journée, quand je ressens une vague émotionnelle, je peux revenir à moi. Et grâce à la technique de la méditation, en fait, je gère beaucoup mieux mes émotions. Mais sinon, quand la journée se termine et que je quitte le cabinet, une des premières choses que je fais, c'est d'aller me promener en nature. J'emmène mon chien faire sa petite promenade quotidienne. Et ça, c'est mon sas de décompression. Ça me permet déjà de respirer, vraiment de laisser libre cours à mes pensées et puis de faire la transition entre la journée et le temps perso le soir. Ok. Tu parlais tout à l'heure que tu t'étais formée à l'hypnose. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'appliques à toi aussi? Alors oui, parce que grâce à l'hypnose, on peut faire de l'auto-hypnose en fait, en apprenant simplement à s'approprier à soi les techniques d'hypnose. Et ça m'est déjà arrivé aussi de faire des séances d'hypnothérapie avec une consoeur pour travailler sur un sujet particulier, oui, tout à fait.
Tu m'as parlé d'hypnothérapie, tu m'as parlé de coaching, mais je crois aussi que tu as une casquette qui est importante dans tes activités, c'est le bilan de compétences. Oui, tout à fait. Alors ça, c'était pas prévu, on va dire, quand j'ai créé Almae Coaching. C'est venu un peu tout seul. L'avantage du bilan de compétences, c'est que je peux allier les ressources humaines avec le coaching, parce que j'utilise le coaching dans mes accompagnements bilan de compétences. Et l'aspect RH, c'est vraiment l'accompagnement à l'évolution de carrière, en fait. Donc, j'ai beaucoup de clients qui viennent pour faire un bilan de compétences, mais finalement, on ne fait pas un bilan que de leurs compétences. Moi, je vais les aider à identifier leurs nouveaux projets professionnels, mais également à travailler sur eux, à mettre en œuvre ce projet, mais en reprenant confiance en eux, par exemple. Il y a des personnes qui par exemple, sortent d'un burn-out ou voilà, d'autres sujets. Et le coaching va vraiment aider la personne à se servir du bilan de compétences comme un tremplin pour évoluer également elle-même. Donc, j'ai trouvé que c'était un type d'accompagnement qui était plutôt sympa aussi à faire. Et puis, on est sur des sujets un petit peu différents que le coaching. Ça permet d'avoir de la variété, en fait, dans mon activité. C'est ce qui te permet aussi de te différencier, on en parlait tout à l'heure. Ça te laisse une boîte à outils un peu plus large peut-être que certains confrères qui pourraient ne faire que du coaching, ou que du bilan, ou que de l'hypnose. Toi, tu peux piocher un petit peu dans tout ça. Tout à fait, ça permet d'avoir cette diversité. Et puis, je pense que ça correspond bien à ma personnalité, un petit peu touche à tout. Je ne suis pas trop dans la routine. Je peux vite m'ennuyer, donc j'aime bien toucher à des sujets très différents, ce qui explique que voilà, je fais pas mal de choses différentes. Si tu devais donner un conseil aujourd'hui à un entrepreneur qui se lance, quel que soit d'ailleurs son secteur d'activité, en tant que coach, ce serait quoi? Se faire confiance. Vraiment. Un des défis les plus importants quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est la peur et les doutes. Et si on continue d'y croire sans cesse, et vraiment de se faire confiance et surtout de rester connecté au pourquoi. Pourquoi j'ai décidé de faire ça. Si on a des doutes, c'est important de revenir à pourquoi j'ai décidé de faire ça. Et c'est ce qui permet de relancer la motivation. Et puis je donnerai un deuxième conseil aussi, c'est de ne pas hésiter à se faire aider, à se faire accompagner, quelle que soit la méthode, c'est pas forcément par le coaching, mais voilà, on est tous des êtres humains, on a tous des fragilités, et l'entrepreneuriat, c'est une grande aventure, mais qui est parfois difficile, qui peut sembler parfois comme une grande montagne. Et comme je disais tout à l'heure, on a tous ce potentiel en nous, on a tous les ressources, mais on le voit pas forcément. Et l'accompagnement, aller chercher de l'aide, ça permet justement d'aller retrouver le contact avec ce potentiel et cette confiance en soi. Donc voilà les conseils que je donnerais à un entrepreneur. Et à toi-même, quel conseil tu te donnerais si tu devais tout recommencer aujourd'hui? Est-ce que tu referais les choses différemment? Est-ce que tu les ferais autrement? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais plus tôt que d'autres ou que tu ne ferais pas? Alors en fait, je pense que se tromper, ça fait partie du processus, puisque l'échec permet de grandir. Je pense que ce que je ferais différemment, ce serait peut-être de travailler beaucoup plus sur mes peurs et sur ma confiance, parce que c'est quelque chose que j'ai réussi à renforcer au fil du temps. Mais en démarrant, voilà, je pense que j'aurais... si je devais recommencer, en tout cas, je me ferais peut-être davantage confiance. Et du coup, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Qu'est-ce que tu as envie de faire si tu avais aucune limite? Ce serait quoi ton rêve demain? Alors déjà, mon rêve, c'est de simplement continuer à faire ce que je fais le plus possible. Pourquoi j'ai voulu au départ accompagner les gens? Pourquoi c'est important pour moi d'accompagner les gens? Parce que je pense qu'en aidant les gens à grandir, à évoluer, on peut vraiment aider la société et le monde à changer. Et aujourd'hui, on en a vraiment beaucoup besoin. Les gens ont besoin de se reconnecter à eux-mêmes. Et comme je disais, mieux on se connaît soi, et mieux on peut vivre avec le monde et vivre avec les autres. Donc ça, j'ai vraiment envie de pouvoir continuer à le faire le plus possible, en fait, à la plus grande échelle possible. Et puis ensuite, j'ai un autre petit rêve secret depuis pas mal d'années maintenant, c'est de créer un centre holistique, un centre d'accompagnement, on va dire, multidisciplinaire, un cabinet géant, en fait, avec différents professionnels de l'accompagnement, sous toute forme de thérapie, le coaching, l'hypnothérapie, la sophrologie, un centre de méditation, par exemple, ce genre de choses. Et ça, c'est un rêve qui me tient vraiment à cœur. Il n'y a plus qu'à te faire confiance, alors. C'est ça. Pourquoi aimerais-tu qu'on se rappelle de toi dans 30 ans?
Eh bien, je pense que j'aimerais simplement que les gens que j'ai accompagnés se souviennent de l'impact que le coaching ou l'accompagnement qu'ils ont fait avec moi a eu sur leur vie. Le fait qu'il y ait un avant et un après, parce que le coaching, c'est vraiment ça. C'est un cadeau qu'on se fait à soi et c'est vraiment oui, une démarche qui fait qu'il y a un avant et un après. On dit souvent qu'en fait, c'est plus important que quelqu'un se souvienne de ce qu'on lui a fait ressentir plutôt que ce qu'on lui a dit. Et je pense qu'en tant que coach, ce qui est important pour moi, c'est que les gens se souviennent de l'impact que mon accompagnement a eu à un moment donné dans leur vie. Quelle question tu aurais aimé que je te pose? Est-ce qu'il y a quelque chose de toi que tu aimerais faire passer? Alors peut-être une question sur les passions. Moi, j'ai une grande passion, c'est la danse. Je fais de la salsa depuis plusieurs années. Et c'est important pour moi parce que, au-delà du côté fun, c'est une activité qui me permet vraiment de décompresser, de m'évader, de me détendre. C'est un véritable anti-stress et c'est quelque chose que je recommande beaucoup dans la vie en général parce que, surtout quand on est dirigeant d'entreprise, par exemple, qu'on a des responsabilités, beaucoup de stress, c'est important en fait d'avoir un temps ou une activité qui permette vraiment d'avoir ce sas de décompression pour se reposer, pour prendre du temps pour soi, pour se déconnecter du quotidien et ça aide vraiment à être plus performant. On croit souvent que la performance, c'est de travailler beaucoup, mais en fait, non, pas du tout. C'est d'avoir un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et ça, c'est des sujets que tu abordes avec tes coachés quand tu les accompagnes, de pouvoir Oui. aller rechercher cet équilibre vie pro, vie perso. Tout à fait. Moi, j'ai souvent des dirigeants qui viennent me voir et qui sont complètement sous l'eau, qui sont surmenés, qui sont toujours dans la course et qui n'arrivent pas à prendre ce temps pour eux. Donc c'est un sujet qu'on travaille beaucoup en coaching. Alors la difficulté, c'est que certains ont parfois même du mal à se dire « je prends du temps pour aller me faire coacher ». Mais bon, une fois que la démarche est faite, voilà, on travaille là-dessus et ça donne des résultats super intéressants. Oui, ce temps, on l'investit. Exactement. On ne le prend pas. Pour terminer, si tu devais écrire un livre et en confier la préface à quelqu'un qui t'inspire, à qui ce serait? Alors je pense que si je devais écrire un livre, je confierais la préface à Anthony Bourbon, qui est un homme d'affaires et un investisseur français, et qui est quelqu'un de très inspirant. J'allais dire très influent, mais surtout très inspirant. Ce qui me concerne, je l'ai découvert il y a quelques années, j'ai lu son livre, et je trouve qu'il a une façon de s'adresser aux gens qui est très, très authentique, très humble. Et tout ce qu'il peut transmettre en fait comme message sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui m'inspire, mais aussi qui m'aide énormément. Parce que dans les moments de doute, j'ai qu'à simplement tomber sur un de ses posts et ça me reconnecte justement à pourquoi je fais ça, pourquoi c'est important de rien lâcher, de croire en soi, de toujours y croire. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un qui compte aujourd'hui dans ma vie d'entrepreneur. Donc j'aimerais bien lui confier la préface de mon livre, oui. C'est un peu ton coach comme tu l'es pour tes coachés à toi? On peut dire ça. Merci beaucoup, Élodie, pour ce moment passé ensemble. Si vous voulez aussi parler de votre métier, de votre actualité ou de vos passions, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera dans notre studio.